The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour, bonjour. Bonjour, chers membres de SECONAF. Bonjour, chers partenaires. Merci pour votre intérêt pour notre forum. Merci de votre engagement auprès du forum SECONAF. Je suis Aminata Lenormand. Je suis la conseillère régionale de SECONAF basée à Dakar. Et aujourd'hui, nous vous proposons de discuter de la problématique de l'accès aux produits et aux services de soins après avortement, mais aussi d'avortement sécurisé dans nos pays d'Afrique francophone. Euh, que faisons-nous pour relever le défi? Que faisons-nous pour tacler cet obstacle qui empêche nos femmes d'accéder aux meilleurs soins, aux meilleurs produits? Nous serons accompagnés donc dans cette session par un panel de 4 experts issus de nos organisations membres et qui sont actifs dans la région, bien sûr, pour faire face à cette problématique majeure. Donc, pour rappel, vos micros ne sont pas activés, donc aux participants. Vous avez une boîte à questions que vous pouvez utiliser pour nous poser vos questions. Surtout, n'attendez pas la fin du webinaire. Posez vos questions tout au long du webinaire. Ça nous permet de les récupérer au fur et à mesure pour pouvoir répondre parce qu'il va y avoir des questions qui vont être à peu près les mêmes. On pourra les mettre ensemble pour répondre à un maximum de questions. Donc, utilisez cette boîte et nous inviterons nos panélistes à répondre à un maximum de questions. Si à la fin du webinaire, par une contrainte de temps, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, c'est une question qui nous tient à cœur. Le débat va continuer. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez posé une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Et nous allons continuer, bien sûr, à collaborer et à discuter des solutions pour faire face à l'accès aux produits dans notre région. Donc, je vais de ce pas passer le relais à notre partenaire Soro Aboudou, qui va faciliter ce webinaire, qui va faciliter la session. Soro est le directeur du plaidoyer et du partenariat pour un Gender Health. C'est un expert reconnu pour la conception. C'est un expert reconnu pour la conception, bien sûr, et la mise en œuvre de stratégies de plaidoyer centrées sur des questions liées aux droits et à l'accès aux produits et services de santé de la reproduction. Il s'agit notamment des questions liées au financement, à l'accès aux produits et aux soins, à l'évolution de l'environnement légal. Et son engagement auprès des autorités a permis, et des partenaires bien sûr, a permis de contribuer à des avancées notables sur ces différents thèmes. Et merci beaucoup à Soro de nous faire profiter de votre expertise pendant l'heure qui va suivre. La parole est à vous. Merci à toi, Amrata. Bonjour, bonsoir, chers invités, chers panélistes, selon l'endroit où vous vous trouvez. Comme elle vient de le dire, je suis Soro Aboudou Nabioua, directeur régional en charge des questions du plaidoyer et du partenaire chez Indian Health. Il faut noter que Indian Health est une ONG internationale dont le siège est basé aux États-Unis, plus précisément à Washington. De par ses interventions en Afrique, Indian Health a 2 grands bureaux régionaux. Le bureau régional Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre et le bureau régional Afrique de l'Est. Indian Health intervient sur les questions de santé sexuelle et reproductive auprès des autorités nationales dans les différents pays d'intervention, mais également un accompagnement est fait auprès des acteurs de la société civile pour adresser ces questions. Nous avons effectivement ce temps d'échange autour de la question de savoir comment est-ce que nous pouvons effectivement travailler pour améliorer l'accès aux produits et des services de soins après avortement et d'avortement sécurisé en Afrique francophone. Comme vous le savez tous, la question de la mortalité maternelle reste encore une problématique majeure en Afrique et plus précisément dans le pays d'Afrique francophone. Cette mortalité maternelle, elle est fortement influencée par divers facteurs, notamment l'avortement. Il y a 3 cas des avortements qui sont pratiqués, qui ne sont pas sécurisés, donc dans des conditions inadéquates, dans des conditions inappropriées. Et il est aussi noté que cette mortalité maternelle qui provoque qui est à l'issue, cette mortalité maternelle due aux différents avortements continue d'alourdir d'année en année la mortalité maternelle de façon générale en Afrique.
Cela est aussi lié à un certain nombre de déterminants, à savoir l'insuffisance de voire par moment le manque de produits, d'équipements, de produits contraceptifs et également la qualité des services. Et comment faire pour effectivement relever le défi? Comment faire, comment travailler? Avec qui effectivement évoluer et de quelle approche nous devons effectivement nous doter pour pouvoir arriver à trouver des solutions appropriées aux différentes réalités sur le terrain. Et pour ce faire, nous avons effectivement décidé, dans le cadre de ce temps d'échange, d'échanger avec un certain nombre d'experts. Au nom de ces experts, nous avons avec nous Hélène Ménard, qui est coordinatrice de plaidoyer sur les questions des droits en santé sexuelle et reproductive en Afrique et qui travaille avec Médecins du Monde. Nous avons également Ndej Benzekri, qui est responsable des opérations régionales chez DKT en Afrique francophone et de l'Ouest. Et enfin, nous aurons également Georges Koulibaly, qui est directeur par intérim pour l'Afrique francophone à AIPAS. Pour ce qui concerne le démarrage effectif de ce dialogue, nous allons effectivement passer la parole à Hélène Mera. Hélène Mera, de par son expérience dans l'action humanitaire et pour ce qui concerne les droits en santé sexuelle et reproductive et les grossesses non désirées, va effectivement nous parler un tant soit peu de l'environnement légal de l'avortement en Afrique. Merci Hélène. Soro. Oui, merci Soro, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aborder l'environnement légal de l'avortement et son corollaire, le plaidoyer pour le droit à l'avortement sécurisé, sur lequel Médecins du Monde et nos partenaires internationaux et de la société civile africaine travaillons. Donc on a récemment travaillé sur l'environnement légal de l'avortement dans 3 pays d'Afrique francophone, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la RDC, via notamment l'utilisation d'un outil d'analyse du cadre légal que je vais vous présenter dans un premier point. J'évoquerai ensuite l'objet central de nos analyses qui, donc sans surprise, est le protocole de Maputo et de tout le travail de plaidoyer qui s'est construit autour. Et enfin, bien évidemment, parce qu'il y en a encore beaucoup, les enjeux et les difficultés que l'on rencontre toutes et tous dans le changement des politiques et pratiques sur ce sujet-là. Donc, pour l'outil de l'analyse du cadre légal, donc l'objectif, c'est d'accompagner les équipes sur le terrain dans la compréhension de leur environnement législatif. C'est un outil qui a une double finalité. Il a une finalité opérationnelle sur laquelle je ne vais pas beaucoup insister. C'est dans le cadre d'activités d'offres de services d'avortement complet. Donc, dans le cas où on se lance sur une réponse aux demandes d'IVG, il s'agira de mesurer les risques encourus pour toutes les parties prenantes, donc les femmes bénéficiaires, les prestataires de soins, les ONG, bien évidemment, et de mesurer ce risque pour voir s'il est envisageable de lancer l'activité ou non. Je vais surtout là insister sur la finalité plaidoyer de cet outil, puisqu'il nous a permis beaucoup de choses. Donc, il nous permet d'identifier bien évidemment les barrières légales, donc pour savoir si l'avortement est criminalisé ou pas, ou s'il l'est partiellement, ou s'il est partiellement légalisé. Il nous a permis également d'identifier les barrières socio-culturelles ou encore administratives. Donc, par exemple, dans des pays où la loi exige 3 médecins, la consultation de 3 médecins pour pouvoir accéder à l'avortement, ça fait partie justement des barrières administratives. Ou alors, lorsqu'on réalise, qu'on constate qu'une loi existe, mais qu'elle est partiellement mise en œuvre pour des résistances qui peuvent être d'ordre socio-culturel, par exemple. Donc, ça va nous permettre de les identifier et du coup d'activer des leviers de plaidoyer et de travailler sur ces enjeux-là, sur le plaidoyer. Ça nous permet également d'identifier les leviers de plaidoyer à activer au niveau de l'État. Donc là, je fais référence notamment aux obligations et aux engagements d'un État qui sont pris à l'échelle régionale et ou internationale et qui vont permettre de construire une stratégie d'influence et de suivi de mise en œuvre des obligations au niveau national. Donc, rapidement, pour le contenu et la méthodologie de cet outil-là, ça consiste en 3 étapes, grosso modo. Donc, la première, c'est de collecter tous les textes applicables en matière d'avortement, donc au niveau interne et au niveau régional, international. Donc, ça passe par le code pénal, le code de santé publique, le code de déontologie,
tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, légifère sur l'avortement, et d'aller voir du côté international et régional pour aller identifier les éventuels traités qui ont pu être signés par l'État. En parallèle, on va réaliser une analyse des pratiques. Donc ça peut être fait par les équipes terrain. L'idée, c'est de savoir comment, en pratique, la disposition légale elle est appliquée, notamment pour ce qui nous intéresse par les professionnels de santé, puisque là encore, il peut exister des normes législatives assez intéressantes pour l'avortement qui seront partiellement mises en œuvre par les prestataires de soins qui pourront rajouter parfois des conditions restrictives. Rapidement un exemple, le consentement par exemple du mari, alors que ce ne sera pas exigé par la loi. Donc cette analyse des pratiques nous permet d'être au plus proche de la réalité. Et enfin, une analyse de la jurisprudence, donc des décisions de justice. Donc là, ce sera fait par un avocat ou un juriste local qui sera spécialisé, idéalement en SSR. Là encore, pour savoir comment les juges interprètent les textes applicables en matière d'avortement, puisqu'on peut avoir plusieurs cas où la législation est restrictive et finalement, dans les faits, elle sera peu mise en œuvre. C'est un petit peu le constat qu'on a fait pour les 3 pays dans lesquels on a fait cette analyse du cadre légal, où les lois étaient plutôt criminalisantes et dans les faits, il y avait très peu de poursuites. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'une certaine tolérance, mais donc ça donne un indicateur assez fort quand même sur les enjeux au niveau aussi politique. Ensuite, ces trois types d'analyses vont être compilés et restitués aux équipes, aux partenaires, idéalement à tous les acteurs SSR dans le pays, et ça permettra d'élaborer des recommandations ou d'affiner des stratégies de plaidoyer qui sont déjà en cours. Donc là, c'était des exemples d'éléments d'analyse que voilà, je voulais vous partager rapidement. Donc, je vous mentionnais l'objet central de nos analyses, donc sans surprise, le protocole de Maputo. Donc, pour rappel, c'est le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est consacré, qui est dédié exclusivement aux droits des femmes en Afrique. Alors, c'est une super belle opportunité pour nous qui travaillons sur le plaidoyer avortement. Pourquoi ? Parce que c'est le premier instrument international juridiquement contraignant à consacrer le droit à l'avortement médicalisé dans des conditions qui sont assez larges. Donc, pour rappel, en cas de viol, d'inceste, d'agression sexuelle et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Et c'est également un outil qui nous permet d'activer très fortement le levier de la redevabilité. Quand je dis nous, c'est plutôt la société civile africaine avec laquelle nous travaillons, pas les ONGI. Le levier de la redevabilité, donc vis-à-vis des États africains, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir de nombreux États qui l'ont signé et ratifié. C'est le cas là encore du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Congo. Et donc les plaideurs travaillent et s'appuient sur la hiérarchie des normes, puisque donc la norme internationale, en l'occurrence le protocole de Maputo, l'emporte sur la norme interne qui est contraire. Voilà, sans rentrer dans des détails très juridiques qui pourraient être un petit peu fastidieux. Donc c'est un outil extrêmement efficace, puisque l'idée, en activant ce levier de la redevabilité, c'est de pousser les États à mettre leur législation interne en concordance avec leurs engagements, leurs obligations internationales et régionales. Le protocole de Maputo, c'est aussi donc un instrument qui nous permet de construire un mouvement et une voie progressiste sur les droits SSR en Afrique francophone. C'est notamment l'outil dont se sont saisies les coalitions nationales avec lesquelles on travaille et qui militent en faveur du droit à l'avortement. Donc l'idée, c'est de vulgariser le protocole de Maputo auprès des parties prenantes, et cette vulgarisation, elle se fait par la composition et les membres des coalitions qui ont tous une expertise différente. Donc, je pense aux coalitions, encore une fois, des 3 pays que je cite en exemple, qui sont composées de médicaux, de sages-femmes, de gynécologues, de femmes juristes, de jeunes, encore de journalistes, qui vont aller chacun de leur côté et aussi collectivement sensibiliser les différentes parties prenantes, donc les prestataires de soins, le corps médical, le corps judiciaire, les décideurs politiques sur le contenu du protocole de Maputo et son article 14. Et Médecins du Monde et ses partenaires, je pense à IPAS, Engender, Pathfinder, pour ne citer que, et ces partenaires de la société civile vont appuyer l'action de ces coalitions nationales afin qu'elles portent aussi leur voix sur une scène sous-régionale, voire régionale.
Et donc l'idée là encore, c'est d'avoir un mouvement, une dynamique régionale qui permet de poser les premières pierres d'un front uni en faveur des droits SSR, qui est particulièrement nécessaire aujourd'hui dans une conjoncture plutôt anti-choix et anti-droit, et de peser sur des instances régionales et de faire face au front de l'opposition, comme on dit. Et enfin, les enjeux. Il y en a beaucoup, comme je le disais. Donc, les lignes bougent. On peut vraiment noter des avancées notoires. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire qui, en juillet dernier, a modifié son code pénal pour y inclure l'accès à l'avortement en cas de viol. Je pense aussi à la RDC qui, en 2018, a connu beaucoup d'avancées sur sa législation interne et qui travaille actuellement sur la rédaction des normes et protocoles sur les services complets d'avortement. Mais le travail est encore immense. Donc, un des gros enjeux encore, c'est de travailler sur la méconnaissance de toutes les parties prenantes, des professionnels concernés, que ce soit le corps médical ou le corps judiciaire, puisque la méconnaissance a tendance à favoriser des interprétations erronées des législations en cours, et la contradiction entre les normes internes des différents pays n'aide pas non plus à y voir clair justement sur les législations en cours. Une autre difficulté, c'est la réticence des États qui ont tendance à invoquer le principe de souveraineté, notamment par rapport à l'effectivité du protocole de Maputo, alors même que celui-ci a été signé et ratifié et qui donc il est effectif en ordre interne. La multiplication des acteurs, évidemment, et le besoin de coordination. Alors à la fois, c'est très chouette et c'est plutôt pas une difficulté, mais c'est plutôt un atout d'avoir cette multiplication des acteurs. Mais l'idée, c'est de bien se coordonner et de ne pas avoir de gap. Et enfin, une difficulté et un enjeu majeur, et que là, j'adresse à vous toutes et tous pour aussi avoir vos retours et vos bonnes pratiques sur cette difficulté, c'est les pouvoirs religieux et donc l'influence qu'ils ont sur ce sujet de l'avortement. Et de voir comment on travaille avec eux, ou pas d'ailleurs, comment on les gère, comment on les incorpore dans toutes ces parties prenantes pour pouvoir avancer. Voilà. Ok, merci Hélène pour le partage de cette riche expérience de maîtrise du mois en matière de travail sur les cadres réglementaires en matière d'accès aux services d'avortement, soins après avortement, avortement sécurisé et tout ce qui est planification familiale. À tout à l'heure pour le débat. Et sans plus tarder, nous allons effectivement passer la parole à Nejma de DKT International. Elle est spécialisée dans les médicaments et le travail avec les réseaux de distribution des médicaments. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je me présente, merci Soro de m'avoir accordé la parole. Donc Nejma Benzekri, je travaille donc chez DKT International, qui est une ONG américaine dont le siège est basé à Washington. Nous avons ouvert notre programme donc Afrique de l'Ouest et centrale basé à Dakar en 2016. Et donc j'ai rejoint DKT à ce moment-là, après avoir occupé différents postes. Donc aujourd'hui, je suis en charge des opérations et notamment de la distribution des médicaments et des dispositifs médicaux dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Pardon. Alors, je suis très ravie de pouvoir joindre ce webinaire aujourd'hui et encore merci, puisque cette question d'accès aux soins après avortement et avortement est une question qui me tient particulièrement à cœur, notamment sur le plan personnel et professionnel. Et donc, lorsqu'Aminata m'a contactée et m'a demandé de participer et de présenter donc le thème de sécurisation des produits, j'avais en tête 3 questions, et ce sera ces 3 questions-là qui vont conduire un peu ma présentation. Notamment, comment faciliter l'enregistrement dans un environnement qui est plutôt hostile, comme vient de le présenter donc Hélène auparavant. Ensuite, on verra comment optimiser la distribution jusqu'au dernier kilomètre, idéalement. Et enfin, comment on assure la promotion de ces produits auprès des prestataires de services et des populations, puisque c'est des produits qui sont difficiles à promouvoir, disons que c'est très sensible. Alors,
Je vais commencer par vous donner une petite image par rapport à tous les produits qui sont disponibles aujourd'hui dans nos pays, en Afrique de l'Ouest et centrale, enfin en Afrique francophone. À savoir qu'il y a différents types de produits et il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas sur cette slide, mais globalement, donc on a bien entendu le kit d'aspiration manuelle intra-utérine iPass, et dont DKT est le distributeur exclusif depuis l'année dernière, si je me souviens bien. Il existe également de nombreux médicaments, tout comme le misoprostol que vous connaissez tous, et aussi donc le Combipac, qui est un mélange en fait de mifepristone et de misoprostol, dont l'indication est l'interruption de grossesse volontaire. Donc il existe également d'autres méthodes qu'on trouve couramment au milieu hospitalier, notamment le curetage ou dilatation et curetage. Donc ça, c'est grosso modo toutes les méthodes aujourd'hui qui permettent des soins après avortement et avortement médicalisé. Alors, en ce qui concerne l'enregistrement, parce que c'est le plus important aujourd'hui, c'est avant même de distribuer ces produits et de les mettre à disposition des prestataires de santé, on sait tous qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Sur cette carte, je vous montre un petit peu un des gros succès de DKT International qui a été l'enregistrement du Combipac, donc le mélange de mifepristone et misoprostol. À savoir qu'aujourd'hui, donc on a obtenu l'enregistrement dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, et on a également soumis dans d'autres pays, et donc on attend voir les résultats, à savoir qu'il y a un énorme travail de plaidoyer, beaucoup de relationnel avec les gouvernements, les différentes DPM, les divisions de santé de la reproduction pour obtenir ces AMM-là. Donc voilà, donc la relation, la collaboration, je dirais, avec les gouvernements et autres est essentielle. Maintenant, il y avait un besoin, ça c'est clair et net, et quand on est arrivé, nous, en 2015-2016, on sait très bien qu'il y a différents partenaires aujourd'hui qui distribuent d'autres produits, et tant mieux, mais il y avait un besoin, ce qui nous a facilité, si vous voulez, l'introduction et l'obtention de ces autorisations-là, et notamment du Combipac sur la région. Si on veut revenir sur les données de 2018, je dis qu'il y avait effectivement un besoin, mais il y a quand même, en termes de distribution, il faut savoir qu'il y a des volumes assez conséquents. Et si vous regardez sur ce tableau, vous pourrez voir les différents volumes qui ont été distribués dans les différents pays cités sur 2018 par les différents organismes de marketing social. Donc, que ce soit MSI, DKT ou autres. Donc, vous voyez, on a jusqu'à 1,8 million de tablettes de misoprostol qui est aujourd'hui indiqué dans la prévention et le traitement d'hémorragie postpartum, qui est également indiqué, utilisé très largement dans l'interruption de grossesse volontaire. Et donc, vous avez aussi le nom de kit MVA, les kits d'aspiration manuelle, et le nombre de Combipac. Et si on regarde en fait ces données depuis 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui 2019, elles ne font que accroître. Donc, il y a quand même un effort, et je veux dire une progression et un avancement en ce qui concerne la distribution de ces produits-là. Et ce qui veut aussi dire que distribuer ces produits va de pair avec avoir obtenu l'enregistrement. Donc, on a fait une avancée, on est en train de lancer la cadence. En ce qui concerne la distribution des produits, donc un peu plus pour vous expliquer cette chaîne qui est assez complexe, notamment dans le marché privé, puisque jusqu'à présent, ce sont des produits qui sont disponibles à travers des réseaux de distribution privés. Nous n'avons pas eu très peu d'entités gouvernementales qui, jusqu'à présent, ont commandé du misoprostol. Si je me souviens bien, c'était le Cameroun il y a 2 ans. Après, il y a des demandes particulières avec des consortiums de différents donneurs, notamment au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pour les kits d'aspiration manuelle. Mais globalement, il n'y a pas du tout de demande
des pharmacies nationales d'approvisionnement ou autres en ce qui concerne les médicaments de soins après avortement et avortement. Donc, ce que DKT a fait, ce que DKT a mis en place, et je pense que d'autres partenaires l'ont également fait, c'est que nous avons créé nos produits, enfin créé tout le design, le packaging. Ces produits, une fois que nous avons obtenu l'enregistrement, donc nous les acheminons depuis l'Asie, où sont basés nos usines, à travers la France. Et on travaille avec une centrale de distribution que vous devez tous certainement connaître. Enfin, il y en a différentes, Planète Pharma, F10, qui, elle, va s'occuper en fait de livrer ces produits-là au niveau national, donc auprès de différents grossistes répartiteurs tels que Laborex, Duopharm, Camed et autres. Donc voilà, une fois que ces produits arrivent chez les grossistes répartiteurs, ensuite ils sont livrés auprès des pharmacies, des cliniques privées, des centres de santé et tout autre endroit où nous avons des prestations de services. Donc ça, c'est vraiment ce circuit, c'est pour les médicaments. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, notamment les kits d'aspiration manuelle, iPass, on les envoie directement et on les reçoit directement au niveau de nos pays. Et nos équipes médicales se chargent de faire la promotion et la distribution. J'en viens à parler de promotion. Donc, une fois qu'on a eu que nos produits sont arrivés dans les pays, qui sont disponibles, qui sont en pharmacie, nous avons des équipes sur le terrain, et pas seulement DKT, mais d'autres partenaires également, avons différentes équipes qui assurent la promotion des produits auprès des prestataires de santé, puisqu'il faut bien entendu créer la demande et informer donc, ces prestataires-là. Donc, Aminata, si tu peux juste switcher la slide, s'il te plaît. J'arrive pas. Merci. Donc, nous avons différentes équipes de délégation médicale et sages-femmes qui sont diplômées et formées en santé de la reproduction et autres. Je sais que Maristaps International également, donc on agit de pair dans les différents pays. Donc, ces délégués médicales ont des listes de prestataires de santé à qui font la promotion donc, de tous nos produits, que ce soit aussi bien les méthodes de contraception que les produits de soins après avortement et avortement. Et on a également les sages-femmes, et donc ça, ce sont vraiment des acteurs clés dans la promotion, je dirais même dans la distribution des produits, puisque les sages-femmes sont, elles, autorisées à former, elles travaillent en collaboration avec les DSR, autorisées à former les prestataires de santé sur nos produits, et elles délivrent également une partie des produits dans les centres de santé et hôpitaux qui sont reculés. Mais je laisserai la parole à mon collègue Georges Koulibaly qui vous expliquera beaucoup mieux cet aspect-là. Il est indispensable d'avoir un mapping des différents prestataires de santé, à savoir que si on ne connaît pas bien notre marché et les personnes à qui on s'adresse, notamment ces acteurs-là, il sera difficile pour nos équipes de distribuer les produits. Voilà, je vous remercie. Okay. Merci à toi, Najma, pour ce partage d'expérience sur les médicaments, la sécurisation des produits en santé, en soins après avortement et avortement sécurisé. Nous allons sans tarder passer la parole à Georges Koulibaly, qui a une riche expérience en matière de mise en œuvre des interventions en droits sexuels et reproductifs sur le terrain. Merci Soro et bonsoir chers panélistes, bonsoir chers participants à ce webinaire. Alors je voudrais d'abord remercier vraiment Seconaf pour nous avoir associés justement à ce webinaire, partager un peu l'expérience que iPass a dans la mise en œuvre des programmes d'accès aux services de soins sécurisés en Afrique francophone. Donc, ma présentation va s'articuler autour de ce que nous faisons pour améliorer non seulement l'accès aux services de soins sécurisés. Également, nous allons aborder au cours de ce webinaire un peu les défis que nous avons justement dans la mise en œuvre des programmes que nous avons et finalement, nous allons aborder les perspectives. Donc, pour parler d'iPass, iPass est une ONG d'origine, bien entendu, américaine. Elle a son siège
en Caroline du Nord. Donc, IPAS a comme vision que chaque femme et chaque fille a le droit et la capacité de déterminer sa propre sexualité et sa propre santé reproductive. Pour IPAS, notre but ultime est de réduire le nombre d'avortements insécurisés de 25 millions en ce moment à 0. Donc, IPAS est implanté en Afrique francophone depuis 2018 où nous avons élaboré notre stratégie. Et les pays qui sont couverts sont la Côte d'Ivoire, la RDC, nous avons le Bénin, le Cameroun, le Mali et le Niger. Nous avons le Burkina Faso également, le Tchad, la Guinée, le Togo et le Sénégal. Donc, que fait IPAS pour améliorer l'accès aux services de soins après avortement et d'avortement sécurisé en Afrique francophone? 3 axes principaux. Le premier, c'est la mise en place de programmes de soins complets d'avortement sécurisé de contraception centrés sur la femme, parce que la notion de centré sur la femme, elle est très importante pour IPAS. Et sur cet axe, nous avons 2 programmes que nous mettons en œuvre actuellement en RDC et en Côte d'Ivoire. Je vais revenir un peu après sur ces 2 programmes. Également, en Afrique francophone, nous avons mis en place ce que nous appelons un réseau régional de formateurs de haut niveau en V4 et en avortement sécurisé. Également, pour les pays où nous n'avons pas de programme, IPAS s'est engagé à renforcer les capacités des différents pays pour accroître la disponibilité du MIFE, du MISO et de l'AMIO dans ces différents pays. Aminata? Aminata est là? OK. Les dias ne passent pas. Tu vois plus les diapos? Oui. Ah, si, les diapos sont... Non? Tu les vois pas? Oui, dia suivante donc. En RDC? Voilà, en RDC, merci. Là, je viens de l'apercevoir. Donc, en RDC, comme je disais, nous mettons en œuvre justement une intervention dans le cadre d'un consortium IPAS MSI Option qui est financé par DEFIT, dont le but est de soutenir 65 formations sanitaires justement et à offrir des soins sécurisés et d'avortement. Nous avons à cette date formé environ 183 prestataires et également une centaine de personnels de santé en communication pour le changement de comportement. Donc, en Côte d'Ivoire, nous mettons en œuvre donc dans le cadre d'un consortium R3M également un programme d'accès des services de soins complets d'avortement dans 121 formations sanitaires. Donc ce programme est prévu justement pour prendre fin en 2021 et en ce moment nous couvrons 20 établissements et nous avons formé environ 40 prestataires. Donc nous enrôlons les établissements au fur et à mesure. Bien. Donc, en termes de résultats, il faut bien entendu justement parler de résultats parce que lorsque vous mettez en œuvre ce genre de programme, il est important de voir qui sont ceux-là qui ont pu bénéficier de vos prestations. Donc, en ce qui concerne la RDC, environ 21 000 services de planification familiale ont été offertes. 1120 extractions utérines. Extractions utérines, il faut comprendre par là non seulement l'avortement, l'aspiration manuelle, mais l'avortement médicamenté, c'est-à-dire l'utilisation de la MIFE-MISO et également du MISO tout seul. Bien, 183 prestataires ont été formés, nous le disons très bien, parce que lorsque les soins sont centrés sur la femme, il faut assurer que réellement les prestataires soient formés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le programme est relativement nouveau et nous n'avons que 20 formations sanitaires. Donc 95 formations et 95 services de planification familiale ont été offerts. Et également, 164 extractions utérines ont été réalisées. Au niveau des prestataires, nous sommes à 38 prestataires qui sont actuellement actifs sur les 40 que nous avions formés. Donc, que dit des succès? Parce que lorsque vous mettez en œuvre un tel programme, il faut également engranger les succès et les noter au fur et à mesure. Nous pouvons, en tout cas, en ce qui concerne la mise en œuvre de nos plans, de nos programmes, capitaliser comme succès l'engagement des autorités sanitaires. Je crois que
nous avons parlé tout de suite de l'engagement et de l'environnement légal. Et dans des pays où l'avortement est encore restreint, nous avons, en ce qui concerne les pays où nous intervenons, l'engagement des autorités pour la mise en œuvre des programmes. Je pense que ça, c'est un acquis notable. Nous avons également le mentorat qui nous permet le transfert de compétences entre les prestataires de gradients élevés et ceux de gradients inférieurs. Je pense que ça également, c'est un très grand apport pour la qualité des prestations au niveau des formations sanitaires dans lesquelles nous intervenons. L'existence également d'un réseau de formateurs internationaux, ça c'est important pour renforcer un peu la capacité des différents États à former des formateurs et des prestataires de qualité. Donc, comme succès également, nous pouvons mentionner la suivante. Georges, Les dias ne passent pas, Abinata? Non, la diapo est affichée. Succès, la suite. Okay. La qualité des infrastructures. La suite. Ok, non, moi je ne la vois pas. Ok. Yeah, ok. C'est la deuxième diapo sur les succès. Ok. Bien. Donc, également, la qualité des infrastructures. Pardon, il y a un léger décalage entre les diapos. La qualité des infrastructures, l'offre de soins complets d'avortement s'est fortement améliorée. Également, nous avons une augmentation continue des femmes et des filles qui bénéficient des services d'extraction utérine volontaire dans les centres. Dans les centres, parce que la majeure partie des avortements, comme vous le savez, se déroulent en dehors des centres et par des moyens que nous ne maîtrisons pas. Mais il y a quand même, depuis le début de nos interventions, plus de filles qui viennent demander le service et qui recourent au service. Alors, donc, quels sont les défis? Les défis, et je crois que Nejma a abordé un peu la question, la faible disponibilité d'intrants dans les chaînes d'approvisionnement du secteur public en raison des manques de financement. Nous avons un manque criard également de données liées aux avortements et aux soins après avortement dans les systèmes sanitaires. Mais le plus difficile pour nous, c'est le manque et la non-adoption de documents normatifs qui permettent aux prestataires de travailler en toute sécurité, notamment les lois sur la santé de la reproduction, les protocoles, normes et procédures en santé sexuelle et de la reproduction, tout ce qui concerne vraiment les pays dans lesquels nous intervenons, et nous pensons que ça, c'est un gros défi pour la mise en œuvre de nos programmes. Les deux derniers défis auxquels nous faisons face, c'est la stigmatisation qui est toujours persistante de l'avortement, tant au niveau de la communauté qu'au niveau des formations sanitaires. Vous le voyez bien, au niveau des communautés, c'est encore difficile. Le faible accès également des jeunes au service d'avortement sécurisé, quoique des actions sont menées dans ce sens. Bien, quelles sont les perspectives? Il faut dire que dans les pays où nous intervenons, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en RDC, la collaboration avec l'UNFPA et les ministères pour assurer réellement la disponibilité des produits est en marche. Et donc, nous pensons que dans un délai proche, la disponibilité va s'améliorer et que nous pourrons offrir des services à plus de femmes. Également, la poursuite du plaidoyer à travers les coalitions nationales pour l'adoption des documents normatifs. Il faut dire que dans ces deux pays, réellement, des efforts ont été faits à travers les différents partenaires, Gender Health, Ticati, PSA et autres, pour mettre en place réellement une société civile locale forte pour pousser un peu les autorités à vraiment adopter ces documents normatifs. Également, la perspective pour nous, c'est la poursuite de l'amélioration de l'accès à travers la diversification des points d'accès, d'offres de services, d'avortement sécurisé et l'exploration du self-care. C'est-à-dire, en ce moment, nous intervenons essentiellement dans la formation sanitaire publique, mais nous pensons que nous allons élargir les points d'accès pour permettre à plus de filles et de femmes d'accéder à l'avortement sécurisé. Également, nous sommes dans un contexte où la culture évolue, l'accès évolue. Nous pensons que l'auto-administration de l'avortement va devenir dans les années prochaines un défi auquel il faut se préparer et à Passement bien prendre une part active à ce self-care. Les partenariats, bien entendu, c'est les différents ministères, c'est les différentes organisations que j'ai citées, Ingeniel, Pathfinder et autres. Nous sommes financés essentiellement par l'AD, Hewlett, GAC, Packard et Wish. C'est essentiellement eux qui investissent dans ce que nous faisons maintenant dans ces deux pays-là. Enfin, au niveau local, nous avons l'ensemble de ces partenaires que j'ai cités, tels que la GNDR et Ducati, avec qui nous collaborons. Donc, merci beaucoup.
Ok, merci à toi, Georges, et merci à l'ensemble de nos panélistes qui ont bien voulu partager leur expérience d'intervention sur les différents projets. Je pense que nous avons effectivement pris bonne note de tout ce qui a été partagé ici. Nous allons à présent passer au dialogue. Mais bien avant, je voudrais effectivement présenter les excuses de toute l'organisation pour les quelques soucis techniques que nous avons pu constater. Il va aussi effectivement de l'aléa du direct. Je démarre avec Hélène Bénard. De par son intervention, elle a mis en exergue un certain nombre de le travail qui est fait avec les différentes entités sur le terrain. Je voulais savoir quel est le travail qui a été effectivement fait également avec les religieux, en sachant que les questions sur lesquelles vous travaillez sont des sujets sensibles et pour lesquels les religieux souvent sont aussi appelés à apporter leur contribution. Donc, quel est le travail qui est fait avec les religieux et quelle approche a été effectivement utilisée avec les différentes institutions des religieux sur vos différents terrains d'intervention? Alors, c'est une question assez complexe et si vous avez des réponses à apporter, n'hésitez pas. En fait, je dirais que c'est une approche ad hoc qui se fait en fonction des contextes et en fonction des interlocuteurs qu'on peut avoir au niveau des pouvoirs religieux. C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec les partenaires de la société civile parce que des fois on a eu des expériences plutôt qui se sont terminées plutôt par des échecs en fait où c'est pas forcément bon en fait de solliciter je dirais les mauvaises personnes entre guillemets. À mon avis, il faut il faut pré-identifier ces interlocuteurs des pouvoirs religieux à titre individuel et pas forcément en tant que représentant d'une institution religieuse parce que c'est assez rare quand même d'avoir des institutions religieuses qui sont en faveur de l'avortement. En revanche, on peut trouver des interlocuteurs et des individus qui vont avoir un positionnement qui est un petit peu différent du positionnement de l'institution en général. Donc, je pense qu'il faut vraiment être sûr de ces billes quand on va travailler avec eux, parce que le risque, c'est que ça peut se retourner contre nous, les plaideurs, en fait. Ou si vraiment ils sont très réfractaires, en fait, sur le sujet, c'est préférable de les laisser plutôt dans l'ignorance de nos actions, en fait. Sauf s'ils sont vraiment très militants, mais bon, c'est quand même assez rare de ce que nous avons pu rencontrer sur le terrain. Donc voilà, c'est une réponse pas très aboutie, mais voilà, plutôt une approche ad hoc à faire en fonction du profil des interlocuteurs. Donc voilà. Okay, mais merci. encore une fois, si vous avez des réponses, avec plaisir. Ok, merci pour ces éléments de réponse. La même question est aussi adressée à IPAS, Georges. Est-ce que tu peux partager avec nous votre expérience de travail sur ces questions sur le terrain avec les religions? Bien, merci Soro. Je crois que le travail que nous menons au niveau des religieux, c'est ce que nous appelons à notre niveau un peu l'engagement communautaire. C'est-à-dire lors de la mise en œuvre de nos programmes, nous faisons ce que nous appelons l'évaluation communautaire qui nous permet d'identifier au niveau des communautés qui sont réellement les personnes influentes sur qui on doit mener des actions de plaidoyer pour permettre de réduire la stigmatisation sur l'avortement. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous arrivons à identifier un certain nombre de religieux auprès de qui nous menons des séances de sensibilisation sur l'avortement. Et nous abordons généralement les questions autour de la mortalité maternelle et sur les évidences que nous avons des études que nous menons généralement en matière de connaissances, attitudes et pratiques de l'avortement. Donc, dans un sens comme dans l'autre, très souvent ça marche. On arrive à se comprendre par rapport à l'incident de l'avortement sur la mortalité maternelle. Et généralement, ils ont des cas qu'ils ont pu voir. Donc, l'un dans l'autre, voici un peu ce qu'on mène au niveau avec les religieux. Mais il faut dire que dans le cadre global, avec les autres organisations de la société civile telles que Ingender Health et puis AIBF et les autres, il y a quand même des instances où il y a des organisations de religieux qui participent. Et donc, très généralement, les questions liées à l'avortement et à la planification familiale sont abordées avec eux et également ils donnent souvent leur point de vue en ce qui concerne ce qu'ils pensent être bien ou ce qu'ils pensent n'être pas en phase avec leurs croyances religieuses. Mais il faut dire que le débat est là
et nous avançons quand même. Merci. Ok, merci. Effectivement, comme tu l'as souligné, Georges, de par nos interventions sur le terrain, comme on le fait déjà en Côte d'Ivoire, l'approche qui a été effectivement mise en avant à travers la clarification des valeurs, cet outil a aussi contribué à faire en sorte que l'Alliance des religieux, l'ARCIP en Côte d'Ivoire, a commencé effectivement à réviser sa position vis-à-vis de ces questions d'accès aux soins après avortement et à l'avortement sécurisé. Donc, je peux effectivement aussi ajouter le fait que procéder de cette manière pourrait nous permettre effectivement d'évoluer véritablement sur ces questions. Je reviens encore vers toi en posant la question de savoir, dans ton intervention, tu as parlé effectivement de la réalité, pour ne pas dire le manque de données, sur la question de l'avortement. Qu'est-ce que iPass peut faire, ou qu'est-ce que iPass fait déjà pour pouvoir effectivement trouver quelques pistes de solutions à cette situation? D'accord, merci beaucoup. Je pense que sur la question vraiment de la disponibilité des produits, il faut dire que lorsque nous intervenons dans les pays, nous menons ce que nous appelons vraiment l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement en produits au niveau du pays, pour savoir en réalité quel est le circuit que le MISO va prendre pour arriver à l'utilisateur final, quel est le circuit que le MIFE va prendre s'il est disponible pour arriver à l'utilisateur final, et également quel circuit l'aspirateur manuel va prendre pour arriver au niveau de la formation sanitaire. Donc, lorsque cette évaluation est menée, nous identifions un peu ce que nous appelons les gaps, les domaines à renforcer, mais nous pensons très généralement à renforcer le système, parce que nous avons une approche de durabilité. Et donc, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'amélioration réellement du système national d'approvisionnement en médicaments et en contraceptifs pour améliorer réellement la pérennité. Donc, en ce qui concerne par exemple la Côte d'Ivoire, lorsque nous avons mené cette étude, il nous est revenu qu'il était assez difficile. D'abord, la disponibilité du MISO au niveau de la chaîne d'approvisionnement était critique, et même que le MISO n'était pas commandé au niveau national. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons mené des actions auprès de l'UNFPA et de la PNSM pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait le faire. Donc, nous sommes arrivés à organiser justement une rencontre avec la pharmacie nationale, le PNSM, l'UNFPA, TICATI, qui, par ailleurs, dans le projet que nous mettons en œuvre, a pour rôle de nous appuyer dans la disponibilité donc, de ces différents produits-là. Mais pour partir du système, nous avons mené une rencontre avec tous ces acteurs pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait réellement améliorer la disponibilité. Je crois que nous sommes en train réellement d'aller vers la signature de protocoles qui vont nous permettre d'assurer la disponibilité du MISO au niveau de la chaîne d'approvisionnement nationale, de la MIU également au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'on fait. Une évidence basée sur une étude et également la communication avec les différents acteurs pour voir dans quelle mesure on peut avancer. Ça, c'est ce qui concerne le même processus est en cours à RDC pour améliorer l'accès. C'est vrai que le financement pose encore problème et c'est là où on a justement devra, à mon avis, appuyer les différentes organisations qui interviennent justement dans le financement de la disponibilité de ces produits-là au niveau des différents pays. Et je crois que ça, c'est une autre paire de manches. Ok, merci. J'ai une question pour DKT. On sait que les produits pour le Condipac sont essentiellement disponibles dans le secteur privé. Et que font aujourd'hui les partenaires pour faciliter la distribution à une plus large proportion de la population à travers le secteur public? Merci Soro. Donc effectivement, nous assurons la distribution du Combipac dans le secteur privé, à savoir auprès des grossistes répartiteurs pharmaceutiques et des pharmacies. Maintenant, nos équipes aujourd'hui sur le terrain assurent qu'il y ait des stocks dans les pharmacies au niveau national, c'est-à-dire au sud, à l'est, à l'ouest de chaque pays. Et généralement informent les centres de santé, les hôpitaux publics et privés de la disponibilité du produit dans ces pharmacies-là qui font office de semi-grossistes, si vous voulez. C'est une des solutions qu'on a mis en place et comme l'expliquait tantôt Georges, en attendant que certains accords soient signés avec les pharmacies nationales d'approvisionnement des pays pour pouvoir mettre à disposition donc, ces produits dans le secteur public, enfin, dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public.
Ok. J'ai une autre question. Il paraît que l'enregistrement des produits, les conditions d'enregistrement des produits ont changé. Je ne sais pas si vous avez eu au cours. Que fait, en tout cas, que fait DKT pour faire en sorte que les produits soient effectivement enregistrés en son nom comme on a l'habitude de le faire jusque-là? Ont changé. Alors j'aurais aimé avoir plus de détails sur ont changé, mais je suppose que la personne fait référence donc à l'harmonisation du process d'enregistrement au niveau de CEDEAO. Donc nous travaillons avec les usines et c'est ce qui a été le plus laborieux honnêtement et qui nous a pris jusqu'à 2 ans pour créer les dossiers CTD, avoir les données de bioéquivalence et répondre en fait aux différents critères demandés par les DPM. On dépose des dossiers qui sont aujourd'hui reconnus par les DPM et acceptés par les DPM. C'est notre seul moyen aujourd'hui d'enregistrer nos produits. À savoir que ça nous a pris 2 à 4 années pour avoir ces enregistrements-là. Ok. Hélène, les pays, pour ce qui concerne le protocole de Maputo, évoquent de plus en plus, mettent en avant plus la question de la souveraineté nationale. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour contourner cela? Donc, pour des pays qui ont ratifié, c'est ça? Tout à fait. Bah d'expliquer en quoi consiste, enfin de rentrer un peu dans des explications de droit constitutionnel. C'est pas forcément hyper captivant, mais d'expliquer le principe de la hiérarchie des normes en fait, où là justement la souveraineté a bien été respectée, puisque si c'est l'État qui s'est lui-même engagé et qui a ratifié, ça veut dire qu'il a validé une loi de signature, donc il a mis en œuvre toutes ces procédures internes pour permettre ce type de ratification et que, en conséquence, la norme internationale et régionale va être supérieure aux normes nationales en fait. Donc, tout en respectant le principe de souveraineté, puisque c'est lui-même qui décide de cette ratification en fait. C'est l'État souverain qui va décider de la ratification. Je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse. Ok. Effectivement, je pense que c'est bien dit, c'est bien expliqué. Une autre question, comment est-ce que les avancées telles que présentées au cours de ta présentation, faites par le ministère du Monde, comment est-ce que ces avancées peuvent faciliter l'accès aux soins après avortement dans un contexte de loi de santé de la reproduction qui est elle-même bloquée, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire par exemple? Tu veux dire aux soins d'avortement complet? Ou est-ce que tu as dit post-avortement, après avortement? Oui, après avortement. Alors, pour les soins après avortement, il me semble que c'est légal en fait déjà. Je connais moins ce domaine en fait. Sur l'avortement, ça ne l'est pas. En effet, c'est seulement en cas de viol, et avortement thérapeutique. Mais pour les soins après avortement, en principe, ça pose pas de problème. Après, je sais que les formations sanitaires ne sont pas toutes équipées et formées pour pouvoir fournir ce type de service. Mais légalement, c'est moins un problème. Ok. Merci, nos chers panélistes, merci, chers invités, pour avoir accepté de prendre du temps pour suivre ce dialogue sur l'accès aux services et aux produits des soins après avortement et avortement sécurité en Afrique. Au regard de la contrainte temporelle, c'est sûr que toutes les questions n'ont pas pu être posées à nos panélistes. Nous allons effectivement poursuivre le dialogue hors de ce temps, afin de pouvoir effectivement trouver des éléments de réponse à toutes les questions qui ont été posées. Nous disons encore une fois de plus merci et que SECONAF s'engage effectivement à travailler avec l'ensemble des acteurs pour avancer sur des solutions qui peuvent effectivement contribuer à améliorer la situation dans cette zone ouest africaine. Je suis Soro Aboudou, comme je le disais d'entrée de jeu. Je suis basé à Abidjan et je suis joignable au 07 76 21 62 pour toute autre question en lien avec le panel. Nous pouvons effectivement recueillir toujours les questions et essayer de donner des éléments de réponse. Pour terminer, je vais laisser la parole à Aminata
ou sans mot de clôture. Merci beaucoup Soro, merci beaucoup à tous les panélistes, Nejma, merci Hélène, Georges, mais merci aussi à tous les participants à ce webinaire. On était plus de 30 en ligne aujourd'hui. Pour dire que cette question est vraiment cruciale dans notre région. Nous avons besoin de trouver des solutions, nous avons besoin de tester des choses, mais la clé, c'est la collaboration. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'une seule organisation dans son coin ne fera pas bouger les lignes, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des questions de souveraineté nationale qui sont posées par rapport à l'accès aux produits et aux services. Les partenaires et les pays rencontrent beaucoup de difficultés pour rendre ces produits disponibles. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et le ensemble-là est toujours très, très, très important. Collaborons, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter les partenaires. Nous allons trouver ensemble des solutions pour faciliter l'enregistrement des produits, pour faciliter l'accès à ces produits, parce que sans les produits, l'offre de services va être très, très compliquée. L'essentiel des questions que nous avons reçues aujourd'hui tourne autour de l'environnement légal. Donc, ce qui veut dire que les questions, c'est vraiment comment on peut faire bouger le cadre légal de l'accès à l'avortement dans nos pays. Nous vous invitons à continuer le débat au-delà de ce webinaire. Nous vous invitons à collaborer entre vous. Nous vous invitons à contacter la coalition pour les produits de santé de la reproduction. Nous pourrons toujours continuer à discuter. Nous pourrons toujours alerter les partenaires et mobiliser les partenaires autour de cette question centrale. Merci encore.